Nous avons été envoyés à Bordeaux en raison de la douceur du climat. Mais personne ne croyait vraiment que le débarquement se ferait ici. C'était tout à notre avantage. Nous avions de bonnes relations avec les Français. Le vin coulait à flot, c'était vraiment une période heureuse. Dans l'océan Indien, le sous-marin japonais qui doit prendre Bose à son bord est en vue. Mais les Japonais commencent d'abord par transborder une étrange cargaison. Des caisses ont été chargées à bord et tout le monde se demandait ce qu'elles pouvaient contenir. Il s'est avéré que ces petites caisses contenaient en fait des lingots d'or. Une tonne d'or vient d'être chargée à bord. Un mystère qui restera entier. Personne ne sait quelle dette le Japon paie avec cet or. Bose était littéralement terrorisé. Il a refusé catégoriquement de monter dans l'un des canots pneumatiques japonais parce qu'il aurait été dans l'eau jusqu'à la taille. On a eu beau insister, il n'a pas voulu le faire. Il a alors fallu préparer un de nos canots pneumatiques qui avait un fond en dur. Et pour finir, nous avons pratiquement dû le pousser. Tout autour, on ne voyait que des nageoires triangulaires qui trahissaient la présence de requins dans les parages. Le sous-marin qui emmène Bose met le cap sur Sumatra. On y attend déjà le Netaji, le guide des Indiens. Les Japonais comptent lui remettre le commandement d'une armée composée de volontaires venus des 4 coins de l'Inde, ainsi que de prisonniers de guerre, des déserteurs de l'armée anglo-indienne. Ancien combattant de l'armée nationale indienne, le capitaine Yadava est présent le 6 mai 1943 lorsque Bose arrive enfin à Sabang, au nord de Sumatra, en zone d'occupation japonaise. Quand le Netaji est arrivé, mon rêve s'est réalisé. J'étais convaincu qu'avec lui, l'Inde allait retrouver sa liberté. Tous les hommes de notre armée nationale indienne, et nous étions plus de 50 000, étaient prêts à se sacrifier pour obtenir l'indépendance de l'Inde. Des dizaines de milliers d'Indiens réclament la liberté. Les soldats se sentent trahis et vendus par les Anglais. C'est la deuxième fois que des puissances étrangères livrent une guerre à leurs dépens. Bose n'a aucun mal à inciter les foules à prendre les armes contre les Britanniques. Une jeune femme fait partie des convaincus, Lakshmi Sahgal. Après la guerre, cette femme médecin a ouvert une maternité dans le nord de l'Inde. À 92 ans, elle continue de faire ses visites quotidiennes et perpétue l'héritage du Netaji. Lakshmi Sahgal faisait partie de son entourage le plus proche. Il disait, les gens vont croire que je suis cruel. Je ne suis pas pleinement satisfait de la situation. Il faut que des femmes rejoignent l'armée et forment leur propre régiment. Les femmes représentent la moitié de la population. Si elles ne se battent pas aussi pour la liberté de notre pays, elles ne pourront pas obtenir l'égalité des droits une fois la guerre finie. Il faut que les femmes rejoignent aussi l'armée. Lakshmi Sahgal est nommée commandant en chef de la première armée féminine du monde moderne. De leur plein gré, des jeunes femmes et des adolescentes s'engagent dans la lutte armée. À partir de mars 1944, Bose mène les opérations depuis les pays du sud-est asiatique occupés par le Japon. Il prévoit de faire passer ses troupes par la jungle de Birmanie pour marcher sur l'Inde et attaquer les Britanniques avec les Japonais. Nous progressions très péniblement. Les pluies avaient commencé et elles étaient très violentes. Il n'y avait pas de véritable route et tout était inondé. Pour couronner le tout, une violente épidémie de malaria s'est déclarée. Mais nous avons tenu bon. Nous avons poursuivi notre marche. Subhash Chandra Bose était prêt à tout pour aller jusqu'au Bengale, voire jusqu'à Calcutta.
parce qu'il pensait que cela déclencherait un immense soulèvement populaire à travers l'Inde. Son armée nationale indienne devait jouer un rôle de catalyseur pour entraîner une insurrection beaucoup plus importante de la population dans tout le pays. Bose atteint effectivement le territoire indien. Mais très rapidement, la situation se détériore. Les forces indiennes et japonaises sont insuffisamment armées pour affronter un adversaire doté d'une artillerie lourde et d'une force aérienne redoutable. Pendant notre marche, les parachutistes britanniques ont atterri sur notre chemin et ont ouvert le feu sur nous. Nous avons riposté. Je me souviens encore que 2 de mes filles ont été gravement touchées. L'une d'entre elles est d'ailleurs morte peu après. Les Anglais ont emmené tous leurs blessés et leurs morts. Mais le lendemain, il y avait des taches de sang partout. Donc, on en avait aussi touché quelques-uns. Dans l'armée nationale indienne, personne ne voulait se rendre. On voulait se battre jusqu'à la mort. Mais le Netaji ne voulait pas qu'on meure dans la jungle de Birmanie. Il fallait qu'on rentre en Inde. Si on était condamné à la pendaison, le bourreau nous entendrait proclamer bien fort « Vive l'Inde libre !» Malgré tout, les survivants de l'armée nationale indienne sont faits prisonniers. En France, la situation des soldats indiens est tout aussi critique. Quand les maquisards, les résistants, ont fait irruption et que la fusillade a éclaté, nous n'avons pas compris ce qui se passait. Les Français étaient des amis pour nous, et tout à coup, ils devenaient des adversaires. Les légionnaires de Bose tentent d'échapper au désastre. Ils ont dit, très bien, puisque c'est comme ça, il faut se mettre en marche. Les Indiens se sont bien débrouillés. Dans les déplacements de nuit, ils voyaient mieux que nous et ils étaient d'excellents tireurs. Et nous sommes partis comme ça. Un char d'assaut a débouché sur la route. J'ai senti mes genoux se dérober sous moi. S'il faisait un écart, il me réduisait en bouillie. J'ai sauté dans le fossé en jetant ma bicyclette sur le côté et j'ai observé ce qui se passait. Ce n'était pas après moi qu'ils en avaient. Ils voulaient arrêter les Indiens qui, entre-temps, agitaient des chiffons blancs dans la grange où ils se trouvaient. Je les ai vus se faire arrêter les uns après les autres, juste sous mes yeux. Je crois que je suis l'un des derniers à les avoir vus. C'était le 30 avril 1945. Je n'oublierai jamais cette date. Dans le même temps, en Inde, les Britanniques ne peuvent pas juger des dizaines de milliers de soldats nationalistes. Pour faire un exemple, 3 officiers passent devant un tribunal rassemblé au Fort Rouge de Delhi. L'un était musulman, Shah Nawaz Khan, un autre était hindou, Kumar Sagal, et le troisième était sikh, Gurbakh Singh Dhillon. Tout à coup, un sikh, un musulman et un hindou se retrouvaient ensemble. Le pays tout entier s'est soulevé comme un seul homme contre ce procès. Ils réclamaient leur libération. Sous cet angle, le Netaji avait remporté une victoire politique, même si c'était une défaite militaire. Les Britanniques se rendent à l'évidence. Le pays ne peut plus être gouverné ainsi. Peu après la fin de la guerre, en 1947, l'Inde accède à l'indépendance, fière que son combat armé ait aussi contribué à cette liberté. Est-ce que nos efforts avec la Légion indienne ont servi à quelque chose? Sur le plan militaire, c'était zéro, on peut le dire. Et qui connaît la Légion indienne aujourd'hui? Personne. Mais le fait important est que les membres de cette armée d'une loyauté absolue ont eu le courage de briser leur serment et de déserter pour constituer de nouvelles troupes contre les Anglais.
zu desertieren und neue Truppen gegen die Engländer aufzustellen. Et grâce à cela, l'accession de l'Inde à l'indépendance s'est faite plus vite que prévu. Je crois qu'on peut se permettre de dire ça. Même s'il n'était plus là, Bose a tout de même fait bouger les choses. Bose n'est plus là pour assister à la concrétisation de ses objectifs. Peu avant la fin de la guerre, il monte à bord d'un avion à Singapour. C'est la dernière information sûre qu'on ait à son sujet. Quand les Américains ont largué la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki, et qu'on a appris la capitulation du Japon, le Netaji a quitté Singapour. Il voulait aller se rendre aux Russes, pas aux Britanniques ni aux Américains. Sa trace se perd dans le brouillard. Selon la version officielle, son avion s'écrase le 18 août 1945 lors d'une escale à Taïwan et Bose meurt peu de temps après. Son corps est incinéré. La nouvelle a tout d'abord été un grand choc. Quand on apprend brusquement la mort d'une personne très proche, ça fait toujours un choc. C'est une grande douleur. Ses cendres sont déposées dans un temple à Tokyo. Quand nous avons appris que l'avion s'était écrasé et qu'il était mort, sachant pertinemment que les fausses informations de ce genre avaient été diffusées 1000 fois, on s'est dit que c'était probablement encore une de leurs ruses. On pensait qu'il allait trouver un moyen de se sortir des griffes des Britanniques. Beaucoup d'Indiens sont persuadés que la vérité sur la mort de Bose n'a jamais été révélée au grand jour. Pour eux, ce n'est pas Gandhi mais Bose qui est l'artisan de la libération de l'Inde. C'est aussi ce que pense le médecin Madhusudan Pal. Les Britanniques ne croient pas qu'il soit mort dans cet accident d'avion. Le gouvernement américain a prouvé, avec des documents de la CIA à l'appui, qu'il n'était pas mort dans cet accident d'avion. Et il y a encore beaucoup d'autres qui ne croient pas non plus à cette version. Ils ont absolument raison. Un directeur d'école, M. Saini, l'a même écrit avec son propre sang. Si le gouvernement indien, ou tout autre État, ou une organisation quelconque peut apporter la preuve que le Netaji est mort dans ce prétendu accident d'avion, je suis prêt à être pendu. Sur Internet, quelques 3000 Indiens ont organisé un réseau pour trouver la vérité sur la mort mystérieuse de Subhash Chandra Bose. La mission Netaji rassemble surtout des jeunes autour de son action. Nous attendons la visite de Madame Pfaff en espérant qu'elle nous apportera sa coopération. Nous aimerions faire le point avec elle car il y a plusieurs années qu'elle n'est pas venue en Inde. Elle n'est pas au courant de tout ce qui s'est passé. Si sa fille dit qu'elle croit qu'il est mort dans l'accident, il faut s'incliner. Mais si à la lumière des nouveaux éléments, elle pense que cette histoire est un mensonge, alors ça change tout. Depuis des dizaines d'années, le gouvernement indien multiplie les commissions d'enquête. Récemment, Justice Mukherjee, ancien juge à la Cour suprême, a remonté toutes les pistes possibles. Son imposant rapport est en cours d'examen. C'était un chef politique tellement estimé que les gens ont le droit de savoir ce qui lui est arrivé. Mes conclusions sont incomplètes dans la mesure où j'affirme uniquement que les précédentes conclusions sur sa mort sont fausses. Ses cendres ne sont pas les siennes. Les cendres déposées au Japon continuent d'être vénérées comme des reliques du Netaji. À tort pensent beaucoup de gens. Ce nouveau rapport officiel ne fait pas non plus la lumière sur l'énigme de la mort de Bose. Les théories de complot vont bon train. Le gouvernement indien essuie des critiques. On attend qu'il agisse et expose enfin où et comment il veut rendre hommage au héros national.
En attendant, la mission Netaji se tourne vers la fille de l'idole. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme et de ses idéaux, c'est le destin de notre pays tout entier. Si le Netaji était revenu en Inde, il aurait vécu encore de longues années. Des millions de personnes n'auraient pas été tuées. L'Inde aurait connu un autre destin. C'est pour cela que nous tenons tant à savoir ce qui lui est arrivé. Le doute persiste depuis 60 ans, il est temps d'en finir. Avant, je n'étais pas prête à accepter le test d'ADN, mais aujourd'hui, compte tenu des nouvelles conclusions que la commission Mukherjee apporte par rapport aux précédentes, je pense que ça permettrait de régler la question. Anita Pfaff est convaincue que son père a perdu la vie dans l'accident d'avion. La question primordiale pour la mémoire de mon père, ce n'est pas ce qu'on va faire de ses cendres ou de sa dépouille mortelle, mais l'avenir de son idéal, de ses idées et leur mise en pratique. Il est temps pour toutes les personnes sensées et raisonnables de convenir au regard des faits que Subhash Chandra Bose est mort le 18 août 1945. Au fond, il est immortel. Il vivra éternellement dans la mémoire du peuple indien et dans la mémoire de tout le sous-continent. Il est temps que le gouvernement indien prenne la décision de faire revenir ses cendres en Inde.